Vous ne connaîtrez jamais ma fille. C'est la dernière phrase que j'ai dite à ma mère. J'avais 24 ans. Elle en pleurait encore dans le couloir de la maternité, un bouquet de fleurs blanches dans les mains tremblantes. 23 ans ont passé. 23 ans de silence absolu. 23 ans à croire que j'avais raison. Jusqu'à ce soir où j'ai compris quelque chose de terrible. Ce n'était pas elle que je punissais. C'était moi. Et ma fille payait le prix de ma certitude. Mon nom est Julien. Et voici l'histoire du pire serment de ma vie. Mon nom est Julien Ferreira. J'ai 24 ans et je viens de claquer la porte de la maison où j'ai grandi. La rue est déserte. Il est presque minuit. Les lampadaires projettent des ombres longues sur l'asphalte mouillé. Je marche vite, les poings serrés dans les poches de ma veste, la mâchoire contractée. Derrière moi, la maison familiale, une construction modeste en briques rouges dans le quartier de Belleville, reste silencieuse. Aucune lumière ne s'allume. Personne ne court après moi. C'est peut-être ça qui me blesse le plus. Même maintenant, elle ne dit rien. Je m'arrête au coin de la rue, près du café fermé où mon père m'emmenait le dimanche. Mon père, mort quand j'avais 7 ans. Un accident de travail dans un chantier du 15e arrondissement. Ils ont dit que c'était rapide. Ils disent toujours ça. Après sa mort, tout a changé. Ma mère, Céline, s'est refermée comme une huître. À 19 ans, veuve, sans argent, sans profession stable, elle s'est retrouvée seule avec moi. La famille de mon père nous a recueillis, pas par bonté, par devoir. Et le devoir, dans cette famille-là, se payait en silence et en obéissance. J'ai grandi dans cette maison, sous les regards pesants de ma grand-mère paternelle, de mes oncles, de mes tantes, des gens qui parlaient en fort à table et qui baissèrent la voix quand j'entrais dans la pièce. Des gens qui disaient à ma mère comment m'éduquer, comment me vêtir, quelles écoles choisir. Et elle obéissait. Toujours. Pendant des années, j'ai cru qu'elle faisait ça pour moi, pour nous protéger. Mais ce soir, j'ai découvert la vérité. Un carton oublié dans le grenier. Des lettres. Des documents que personne n'était censé voir. Des échanges entre ma grand-mère et un avocat. Des décisions prises dans mon dos quand j'avais 8 ans, juste après la mort de mon père. Ma mère savait. Elle savait que la famille voulait m'éloigner d'elle, qu'ils la considéraient incapable de m'élever seule. Elle savait qu'ils avaient menacé de demander ma garde si elle tentait de partir, de refaire sa vie ailleurs. Et elle avait choisi de rester. Pas pour me garder près d'elle, pour éviter le scandale, pour ne pas affronter, pour survivre dans le confort étouffant de cette maison qui nous emprisonnait tous les deux. Je remonte l'avenue, le cœur battant de rage froide. Les vitrines éteintes défilent. Une boulangerie, une pharmacie, un pressing, des lieux que je connais par cœur, des lieux où tout le monde me connaît, le fils de Céline. Le pauvre petit sans père, celui qui a grandi chez les Ferreira. Toute ma vie, j'ai été défini par eux, par cette famille, par ce deuil, par cette dépendance, et elle n'a jamais rien dit. Je monte dans le métro, ligne 11, direction Châtelet. L'odeur de l'air confiné, le bruit des rails. Je regarde mon reflet dans la vitre sombre du wagon. Je ressemble à mon père. Les mêmes yeux noirs, le même front large, mais je ne veux rien porter de lui. Rien porter d'eux. Dans ma poche, mon téléphone vibre. Ma mère, je ne réponds pas. Je descends à République. Je marche jusqu'à l'appartement que je partage avec 2 colocataires près du canal Saint-Martin. Mathilde, ma copine depuis 6 mois, m'attend sur le canapé. Elle voit mon visage et ne pose pas de questions tout de suite. Elle sait que quelque chose vient de se briser. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que dans 4 mois, elle me dira qu'elle est enceinte, et que je ferai alors le serment le plus terrible de ma vie. Notre fille pèse 3 kilos 200. Elle a les yeux fermés, les poings serrés, et quand l'infirmière la pose sur la poitrine de Mathilde, quelque chose en moi se fissure. Je ne pleure pas, je tremble. Mathilde me regarde avec ce sourire épuisé, radieux, vulnérable. Elle s'appellera Léa, dit-elle doucement.
Je hoche la tête. Léa. Un prénom simple. Un prénom qui n'appartient à personne d'autre. Les heures suivantes passent dans un brouillard lumineux. Les sages-femmes vont et viennent. Mathilde dort par intermittence. Je reste assis près du berceau transparent, incapable de détacher mon regard de ce petit visage parfait. C'est alors que la porte s'entr'ouvre. Je lève les yeux. Ma mère. Elle se tient dans l'embrasure, un bouquet de fleurs blanches dans les mains. Elle a vieilli. Ses cheveux sont plus gris qu'avant. Elle porte son manteau beige, celui qu'elle mettait pour aller à la messe le dimanche. Ses yeux cherchent les miens. Mon sang se glace, Julien, murmure-t-elle. Mathilde se réveille légèrement, confuse. Je me lève d'un bond. Ma voix sort plus dure que je ne l'aurais voulu. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Elle recule d'un pas, comme si je l'avais frappée. J'ai appris. Par ta tante Isabelle. Je voulais juste voir... Voir quoi? Le silence s'installe, lourd, insupportable. Mathilde me lance un regard inquiet. Elle ne comprend pas. Comment pourrait-elle? Je ne lui ai jamais parlé de ma mère. Jamais. Quand elle m'a demandé pourquoi je n'invitais personne de ma famille au mariage civil, j'ai simplement dit « Il n'y a personne ». « Julien, s'il te plaît », dit ma mère d'une voix brisée. « Je sais que tu es en colère, mais c'est ma petite fille. Je voulais juste... » « Non !» Le mot sort comme une sentence. « Tu n'as aucun droit. Tu ne la connaîtras jamais. » Mathilde se redresse dans le lit. « Julien, qu'est-ce qui se passe ?» Je ne réponds pas. Je fixe ma mère droit dans les yeux. « Tu as fait des choix, moi aussi. Tu as choisi de te taire quand il fallait parler. Tu as choisi eux au lieu de moi. Maintenant, je choisis de protéger ma fille de tout ça. » Ma mère fait un pas vers moi, les larmes maintenant visibles. « Mon chéri, tu ne sais pas tout. Si seulement tu me laissais. » Il n'y a rien à expliquer. Une infirmière passe la tête par la porte, alertée par les voix. « Tout va bien ici ?» Je me tourne vers elle, la voix plus calme mais glaciale. Cette dame s'en allait. Ma mère reste figée. Le bouquet tremble dans ses mains. Elle regarde Léa une dernière fois, un regard long, douloureux, implorant, puis elle recule dans le couloir. La porte se referme. Mathilde me dévisage, les yeux écarquillés. « C'était ta mère ?» Je retourne m'asseoir près du berceau. Ma main tremble encore. C'était personne. Mais dans ma poitrine, quelque chose vient de se verrouiller. Quelque chose que je crois être de la force, de la protection, de l'amour paternel. En vérité, c'est de l'orgueil et de la peur. Peur que ma fille grandisse comme moi. Peur qu'elle apprenne à se taire. Peur qu'elle subisse ce que j'ai subi. Alors je construis un mur. Haut, solide, définitif. Ce que je ne sais pas encore, c'est que ce mur ne protège personne. Il enferme. Mathilde pose sa main sur la mienne. « Julien, tu es sûr ?» Je hoche la tête sans la regarder. Absolument sûr. Dehors, la pluie redouble. Et quelque part dans les couloirs de la maternité, une femme de 43 ans marche seule vers la sortie, un bouquet de fleurs blanches encore dans les mains. Elle dessine des soleils jaunes et des maisons avec des cheminées qui fument. Mathilde et moi nous installons dans un appartement plus grand à Montreuil. Un 3 pièces avec un petit balcon. Une vie normale, stable. Mais il y a des fissures. Mathilde me pose des questions que je n'aime pas. « Tu ne veux vraiment pas que Léa connaisse ta famille? Il n'y a personne à connaître. Mais ta mère, elle n'existe pas. » Le ton que j'emploie ferme la conversation. Mathilde soupire, se détourne, range la vaisselle avec des gestes un peu trop brusques. Elle ne comprend pas. Comment pourrait-elle? Sa propre famille est soudée, bruyante, présente. Ses parents viennent tous les dimanches. Ses sœurs passent sans prévenir. Moi, je n'ai personne. Ou plutôt, j'ai choisi de n'avoir personne. Les lettres arrivent quand même. 2, 3 fois par an. Toujours la même écriture fine sur l'enveloppe. Toujours sans expéditeur, mais je reconnais. Je les jette sans les ouvrir.
Mathilde les voit parfois dans la corbeille. Elle ne dit rien, mais je sens son regard. Un soir, Léa a 5 ans. Nous sommes à table, tous les trois. Elle mange ses pâtes en faisant des bruits d'avion. Soudain, elle lève les yeux vers moi. « Papa, tu as une maman ?» Mathilde se fige, sa fourchette suspendue dans l'air. Je continue de mâcher, lentement. « Pourquoi tu demandes ça ?» Parce que Zoé, à l'école, elle dit que tout le monde a une maman et un papa, même si on ne les voit pas. Je pose ma fourchette. Je choisis mes mots avec soin. Parfois, ma puce, les adultes se séparent. Ça arrive. Mais elle existe ? Le silence s'étire. Mathilde me fixe. Elle attend. Léa aussi. Oui, je finis par dire. Mais elle ne fait pas partie de notre vie. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué. C'est quoi compliqué ? Mathilde intervient doucement. Léa, mange, ma chérie. On en parle plus tard. Mais ce « plus tard » n'arrive jamais. Quelques mois après, Mathilde commence à sortir plus souvent le soir. Des soirées entre collègues, des formations le week-end. Elle rentre fatiguée, distante. Quand je l'interroge, elle dit que tout va bien. Mais je sens qu'elle me glisse entre les doigts. Un dimanche matin, alors que Léa joue dans sa chambre, Mathilde s'assoit face à moi dans la cuisine. Elle a cette expression que je redoute. Calme, déterminée. « Julien, il faut qu'on parle. » Mon cœur se serre. « De quoi ? De nous, de toi, de ce mur que tu as construit. » « Quel mur ? Tu le sais très bien. » Elle croise les bras. Sa voix tremble légèrement, mais elle ne recule pas. « Tu refuses de parler de ta famille. Tu refuses de voir ta mère. Tu refuses même que Léa sache qu'elle a une grand-mère. Et moi, je ne peux plus faire comme si c'était normal. » Mathilde, on a déjà parlé de ça. Non, tu as parlé. Tu as décidé. Moi, j'ai juste accepté. Elle se lève, marche vers la fenêtre. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et ta mère. Tu ne m'as jamais laissé le savoir, vraiment. Mais cette colère, elle te ronge, Julien. Elle nous ronge. Je me lève aussi, la mâchoire serrée. Je protège ma fille. Non, tu la prives. Le mot me frappe comme une gifle. Tu la prives d'une grand-mère. Tu la prives d'une histoire. Tu la prives de comprendre d'où elle vient. Elle vient de nous. Elle vient aussi d'avant nous. Mathilde se retourne, les yeux brillants. Et si un jour elle te demande pourquoi tu as choisi ça pour elle, qu'est-ce que tu lui diras ? Je reste planté là, sans réponse. Elle soupire, essuie une larme rapide. Je ne peux plus vivre avec quelqu'un qui refuse de guérir Julien. Je ne peux plus. Elle sort de la cuisine. Je reste seul, debout près de la table. Dehors, les enfants jouent dans la cour. Leur rire monte jusqu'à la fenêtre. Mais ici, dans cet appartement, tout devient silencieux. Trop silencieux. Elle me regarde une dernière fois, debout dans l'entrée, et dit simplement « Je t'aime encore, Julien. » Mais je ne peux pas rester avec quelqu'un qui refuse de vivre pleinement. Je ne trouve rien à répondre. La porte se referme. Le silence qui suit est différent de tous les autres. Plus lourd, plus définitif. Léa ne comprend pas tout de suite. Elle a 7 ans maintenant. On lui explique que papa et maman ne vivent plus ensemble, mais qu'on l'aime autant. Les mots qu'on dit toujours. Les mots qui ne consolent jamais vraiment. Elle pose la question que je redoute. C'est ma faute ? Non, ma puce, jamais. Mais dans ses yeux, je vois le doute s'installer. Cette petite graine d'insécurité que je connais trop bien. Celle que j'ai portée toute mon enfance. Je me retrouve seul avec elle 1 semaine sur 2. Les autres soirs, l'appartement résonne de vide. Je travaille tard, trop tard. Je m'occupe comme je peux. Mais quelque chose en moi commence à craquer. Un soir, après avoir couché Léa, je m'effondre sur le canapé, les mains sur le visage, la fatigue qui monte comme une marée. Et cette question qui tourne. Est-ce que Mathilde avait raison ? Mon téléphone vibre. Un message de ma tante Isabelle. Elle m'écrit rarement « Julien, ta mère n'est pas bien.
Elle a été hospitalisée hier. Rien de grave. Mais elle a demandé de tes nouvelles. Je pense que tu devrais savoir. Je fixe l'écran. Mon pouce hésite au-dessus du clavier. Je ne réponds pas. Je pose le téléphone. Je me lève. Je marche jusqu'à la fenêtre. Les lumières de Montreuil scintillent dans la nuit. Quelque part dans cette ville, ma mère est seule dans un lit d'hôpital. Et moi, je suis seul dans cet appartement. Les jours qui suivent sont étranges. Je pense à elle, sans le vouloir. Des images remontent. Ma mère me tenant la main devant l'école. Ma mère préparant des crêpes le mercredi. Ma mère qui pleurait dans la salle de bain en pensant que je ne l'entendais pas. Ma mère qui n'a jamais dit non à personne. Un dimanche après-midi, je me retrouve à conduire sans but. Léa est chez Mathilde. Je roule dans Paris, traverse des quartiers que je ne reconnais plus. Et soudain, je me gare devant une église. Saint-Ambroise. Je ne sais même pas pourquoi. J'entre. Il fait frais. L'odeur de l'encens et du bois ancien. Quelques personnes assises ici et là, immobiles. Je m'installe au dernier banc, loin de tout le monde. Je ne sais pas prier. Je ne l'ai jamais vraiment su. Mais je ferme les yeux. Et je murmure « Si j'ai raison, pourquoi ça fait encore si mal ?» Le silence de l'église m'enveloppe. Personne ne répond. Évidemment. Mais quelque chose bouge en moi. Une question que je n'ai jamais osé me poser. Et si je ne connaissais pas toute l'histoire, je reste assis là longtemps. Trop longtemps. Quand je sors, la nuit est tombée. Les lampadaires éclairent les trottoirs mouillés. Je monte en voiture et je reste là, les mains sur le volant, incapable de démarrer. Dans ma poche, mon téléphone vibre encore. Un autre message d'Isabelle. Elle est rentrée chez elle. Elle va mieux. Mais elle est seule, Julien. Très seule. Je regarde ce message pendant 5 minutes. 10. 15. Puis je fais quelque chose que je n'ai pas fait depuis 23 ans. Je cherche son numéro dans mes anciens contacts. Il est toujours là, jamais effacé, juste enterré. Mon doigt tremble au-dessus de l'écran. Appeler, c'est briser le serment que je me suis fait. C'est admettre que j'ai peut-être eu tort. C'est ouvrir une porte que j'ai verrouillée pour me protéger. Mais ne pas appeler, c'est continuer à porter ce poids. Seul. Toujours plus lourd. Je pense à Léa, à ses questions, à son regard quand elle demande « Papa, tu as une maman ?» Je pense à Mathilde, à ce qu'elle a dit avant de partir « Tu la prives d'une histoire ». Je ferme les yeux. Je respire profondément. Et j'appuie sur « Appeler ». La sonnerie résonne dans le silence de la voiture. Une fois, 2 fois, 3, puis une voix, fragile, hésitante. « Allô ?» Je ne dis rien pendant plusieurs secondes. Ma gorge est nouée. Enfin, je murmure « Maman, c'est moi !» Je l'entends pleurer et quelque chose en moi se déchire. Je serre le téléphone contre mon oreille, les yeux fermés, la mâchoire contractée pour ne pas craquer moi aussi. Je ne sais pas quoi dire. Je murmure finalement. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » répond-elle entre 2 sanglots. « Le fait que tu aies appelé, c'est déjà… » Elle ne finit pas sa phrase. Elle pleure encore. Je regarde par le pare-brise. Les gouttes de pluie commencent à tomber. Fines, régulières. Isabelle m'a dit que tu étais à l'hôpital. Ce n'était rien. Juste la fatigue. Tu vas bien maintenant? Oui. Enfin, physiquement, oui. Un autre silence. Moins lourd que le premier. Comme si l'air commençait à circuler à nouveau. Maman, j'ai une fille. Je sais, dit-elle doucement. Je l'ai vue. Une fois. À la maternité. Tu te souviens? Je me souviens. Elle était magnifique. Ma voix se brise un peu. Elle s'appelle Léa. Elle a 7 ans maintenant. J'entends ma mère inspirer profondément, comme pour ne pas s'effondrer à nouveau. J'aimerais la rencontrer. Si tu veux bien. Je ne réponds pas tout de suite. Parce que même maintenant, même après avoir composé ce numéro, une partie de moi veut encore raccrocher.
veut encore protéger ce territoire que j'ai défendu si longtemps. Mais une autre partie, celle qui commence à comprendre, dit simplement « Oui, je pense que… oui ». Nous fixons une date, dimanche prochain, un café neutre, près de la place de la Nation, un lieu public, comme si nous étions deux étrangers apprenant à se connaître, ce qui n'est pas si loin de la vérité. Quand je raccroche, je reste assis dans la voiture encore 1 heure. La pluie tambourine sur le toit. Les essuie-glaces balayent le pare-brise par intermittence. Je ne pleure pas, mais je tremble. J'ai peur. Peur de ce que je vais découvrir. Peur de devoir changer d'avis. Peur que toute ma colère, cette armure que j'ai portée si longtemps, se révèle injustifiée. Le dimanche arrive trop vite. Je viens seul d'abord, sans Léa. Il faut que je parle à ma mère avant. Il faut que je sache. Elle est déjà installée à une table près de la fenêtre quand j'arrive. Elle a vieilli. Beaucoup plus que je ne l'imaginais. Ses cheveux sont presque entièrement gris. Ses mains tremblent légèrement autour de sa tasse de thé. Quand elle me voit, elle se lève à moitié, hésite, puis se rassoit. Je m'installe en face d'elle. « Bonjour », je dis simplement. « Bonjour, mon fils ». Ces 2 mots, « mon fils », me traversent comme une lame. Nous commandons du café. Nous échangeons des banalités. La météo, le quartier, tout sauf l'essentiel. Puis, enfin, je me lance. « Pourquoi tu n'as rien dit quand ils voulèrent me prendre ?» Elle pose sa tasse. Elle savait que cette question viendrait. Parce que j'avais 19 ans, Julien. J'étais veuve, sans argent, sans formation, sans rien. Sa voix est calme, mais chargée d'une tristesse ancienne. Ta grand-mère m'a dit que si je tentais de partir, elle demanderait la garde. Elle avait un avocat, de l'argent, un toit stable. Moi, je n'avais rien. Et le juge aurait statué en leur faveur. Je serre les poings sous la table. Alors tu t'es écrasé. Non, dit-elle fermement. Je suis restée pour que tu restes avec moi, même à moitié, même sous leurs règles, parce que te perdre complètement, c'était impensable. Elle me regarde droit dans les yeux pour la première fois. Tu crois que j'ai choisi la facilité? Mais j'ai choisi la seule option qui me permettait de rester ta mère. Les larmes me brûlent les paupières. Je détourne le regard. Dehors, les gens passent. Ils vivent, ils rient. Ils ne savent rien de ce qui se joue ici, dans ce petit café, entre une mère et son fils. J'aurais dû t'expliquer, murmure-t-elle, quand tu étais plus grand. Mais j'avais peur que tu me détestes encore plus. Je hoche lentement la tête. J'ai gâché 23 ans, je dis dans un souffle. Non, répond-elle. Nous les avons perdus. Tous les deux. Elle tend la main vers la mienne sur la table. Cette fois, je ne la retire pas. Ta grand-mère. Elle m'a regardé avec des yeux ronds. Mais tu avais dit qu'elle n'existait pas. J'ai dit qu'elle ne faisait pas partie de notre vie. C'est différent. Et maintenant, elle fait partie. J'ai hésité avant de répondre. Je crois que oui. Nous arrivons devant le petit square près de chez ma mère. Elle nous attend sur un banc, un sac en tissu posé à côté d'elle. Quand elle nous voit, elle se lève lentement, comme si elle avait peur de faire un mouvement brusque. Léa se cache derrière moi. « C'est elle ?» chuchote-t-elle. « Oui. » Ma mère s'approche doucement. Elle s'accroupit pour se mettre à la hauteur de Léa. Ses yeux brillent, mais elle sourit. « Bonjour Léa. Je m'appelle Céline. Je suis la maman de ton papa. » Léa me jette un regard. Je hoche la tête. Elle fait un petit pas en avant. « Bonjour !» Ma mère sort du sac un livre illustré. Un vieux livre. Je le reconnais immédiatement. C'était le mien quand j'étais enfant. Le Petit Prince. Ton papa adorait cette histoire quand il était petit, dit-elle doucement. Je me disais que peut-être tu aimerais aussi. Léa prend le livre avec précaution. Elle l'ouvre. Sur la première page, il y a une inscription que j'avais oubliée. Pour Julien, mon petit prince. Maman, quelque chose se brise en moi.
Doucement, silencieusement, Léa lève les yeux vers moi. « Papa, c'est toi qui l'as écrit ?»« Non, ma puce, c'est ta grand-mère, il y a longtemps. » Ma mère et moi nous regardons par-dessus la tête de Léa. Aucun mot, juste ce regard qui dit tout ce que 23 ans ont enterré. Nous passons l'après-midi ensemble, au square, puis dans un petit café. Ma mère raconte des histoires de mon enfance que j'avais effacées. Léa écoute, fascinée. Elle rit. Elle pose 1000 questions. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens léger. Pas guéri. Pas réconcilié avec tout. Mais moins lourd. En rentrant le soir, Léa s'endort dans la voiture, le livre serré contre elle. Je la regarde dans le rétroviseur. Son visage paisible. Ses cheveux emmêlés. Elle a désormais une grand-mère. Une histoire. Un morceau de passé qui lui appartient aussi. Et moi, j'ai retrouvé quelque chose que je croyais perdu à jamais. Pas ma mère telle qu'elle était. Pas notre relation d'avant. Mais une chance. Une possibilité. Un début. Je repense à ce que Mathilde m'avait dit avant de partir. Tu la prives d'une histoire. Elle avait raison. Mais elle m'avait aussi privé de quelque chose en partant. Le poids d'avoir toujours raison. La certitude que mon choix était le seul valable. Parfois, il faut perdre pour comprendre ce qu'on refuse de voir. Le soir, je reçois un message de ma mère. Merci, Julien, pour aujourd'hui, pour Léa, pour cette chance. Je réponds simplement « Merci à toi aussi. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas si nous rattraperons jamais le temps perdu, mais je sais une chose maintenant. Avec une clarté douloureuse, ce n'est pas l'erreur qui détruit, c'est l'histoire incomplète qu'on choisit de croire. Et moi, pendant 23 ans, j'ai cru la mienne sans jamais écouter la sienne. Parfois chez elle, dans ce petit appartement qu'elle a fini par trouver après avoir quitté la maison familiale, bien trop tard, mais elle l'a fait. Parfois chez moi, parfois au parc. Léa l'appelle « Mamie Céline ». Elle dit ça naturellement, comme si ça avait toujours été là. Un soir, après avoir déposé Léa chez Mathilde, je reviens à l'appartement. Il fait nuit. Je prépare du thé. Je m'installe sur le canapé avec un livre que je ne lis pas vraiment. Mon téléphone sonne. C'est Mathilde. « Julien ? » ? « Oui ? » ? Léa vient de me raconter sa journée avec ta mère. Elle était rayonnante. Je souris malgré moi. Elles s'entendent bien. Un silence. Puis Mathilde dit quelque chose qui me surprend. « Je suis fier de toi. » « Pourquoi ? » ?»« Parce que tu as fait ce que peu de gens arrivent à faire. Tu as admis que tu avais tort. Tu as ouvert une porte que tu avais murée. Ce n'est pas rien. Je ne sais pas quoi répondre. Je murmure juste « merci ». Après avoir raccroché, je reste longtemps assis dans le silence. Je pense à tout ce chemin parcouru, à tout ce temps perdu, mais aussi à tout ce qui a été retrouvé. Mathilde et moi ne sommes pas revenus ensemble. Peut-être que nous ne le serons jamais. Mais quelque chose entre nous s'est apaisé. Nous parlons mieux. Nous coparentons avec plus de douceur. Parce que j'ai changé. Pas complètement. Pas miraculeusement. Mais j'ai cessé de porter cette armure de certitude qui m'étouffait. Un dimanche matin, ma mère m'invite à déjeuner. Seule. Sans Léa. Elle cuisine ce plat que je mangeais enfant, du poulet aux olives. L'odeur remplit la cuisine et me ramène 30 ans en arrière. Nous mangeons en silence au début. Puis elle pose sa fourchette et me regarde. « Julien, je voulais te dire quelque chose. »« Quoi ? » ?»« Je ne t'en veux pas. Pour ces 23 ans. Pour ta colère. Pour tout. » Je lève les yeux vers elle. « Tu aurais le droit, pourtant. »« Non, » dit-elle doucement. « Tu as vécu ce que tu as vécu. Tu as ressenti ce que tu as ressenti. Je ne peux pas te reprocher d'avoir eu mal. » Elle prend une inspiration. « Mais je suis heureuse que tu sois revenu, même si c'est tard, même si c'est fragile, parce que tu es revenu. » Nous finissons le repas sans parler beaucoup. Mais ce silence-là est différent de tous ceux qui nous ont séparés. C'est un silence paisible.
habité, vivant. En partant, je la serre dans mes bras. Un vrai câlin. Pas une accolade polie. Elle est petite dans mes bras, fragile, humaine. Je réalise que pendant toutes ces années, je l'avais transformée en monstre, en coupable, en traître. Mais elle n'était qu'une femme, jeune, seule, terrifiée. Elle avait fait ce qu'elle avait pu avec ce qu'elle avait. Et moi, j'avais jugé sans savoir. En rentrant chez moi, je reçois un message de Léa. Elle m'envoie une photo. Elle est chez Mathilde, dans son lit, en train de lire Le Petit Prince, le livre que ma mère lui a donné. En dessous, elle a écrit « Papa, mamie Céline, elle dit que tu aimais cette histoire. Moi aussi je l'aime. Je crois que je te ressemble. » Je fixe ce message longtemps. « Oui, ma fille, tu me ressembles. Mais j'espère que tu apprendras plus vite que moi à écouter, à pardonner, à comprendre que les gens ne sont jamais seulement ce qu'on croit qu'ils sont. J'espère que tu ne perdras pas 23 ans à défendre un mur qui ne protège rien. » Je range mon téléphone. Je regarde par la fenêtre. Les lumières de Montreuil scintillent. Quelque part dans cette ville, ma mère dort peut-être mieux ce soir. Et moi aussi. Parce que cette chose que je portais depuis si longtemps, cette colère, cette certitude, cette prison, je l'ai enfin posée, pas effacée, juste posée. Et dans l'espace qu'elle laisse, quelque chose d'autre peut enfin respirer. Quelque chose qui ressemble à la paix. Peut-être que vous aussi, vous portez une histoire incomplète, une version des faits que vous avez figée il y a des années, une personne que vous avez jugée sans jamais vraiment écouter son côté. Je ne dis pas qu'il faut tout pardonner, je ne dis pas que tout le monde mérite une seconde chance, mais parfois nous nous enfermons nous-mêmes dans une vérité partielle et nous appelons ça justice ou protection, alors que c'est juste de la peur. Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé quelque chose en vous, laissez un commentaire. Racontez-moi, y a-t-il quelqu'un dans votre vie avec qui vous avez rompu et que vous pensez parfois recontacter? Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires, parce que la vôtre compte aussi.